Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se cache au cœur de nos machines, l'architecture des processeurs. En fait, c'est une histoire fascinante, une histoire de problèmes, d'abord l'erreur humaine, puis les goulots d'étranglement, et des solutions absolument géniales qui nous ont fait passer des engrenages mécaniques à la puissance de calcul qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai que la question est vertigineuse, hein, mais la réponse, en fait, elle se trouve dans une suite d'idées brillantes qui ont permis de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Et tout ça, ça commence avec un défi très humain. Avant toute chose, le besoin était simple. On devait calculer plus vite et de façon plus fiable. Que ce soit pour le commerce, la navigation ou la science, l'humanité avait vraiment besoin d'outils pour gérer des grands nombres sans se tromper. C'est ce besoin fondamental qui a allumé la première étincelle. Alors plongeons dans cette première ère. Là, on est à une époque d'artisans, d'inventeurs, où la solution au problème, c'était la mécanique de précision. Tout passait par des engrenages et des leviers. Et la progression est vraiment intéressante. On part de la Pascaline de Blaise Pascal, qui est une pure machine à calculer, et puis arrive une idée complètement différente, qui vient d'un autre domaine, le métier à tisser de Jacquard. Lui, il n'est pas fait pour calculer, mais pour suivre un programme sur des cartes perforées. C'est Charles Babbage qui va avoir l'idée de génie de vouloir fusionner les deux. On avait donc ces deux concepts qui évoluaient en parallèle. D'un côté, une machine qui manipule des chiffres, comme la Pascaline, et de l'autre, un automate qui suit une série d'instructions pour faire une tâche précise, comme tisser un dessin complexe. Forcément, la question suivante est devenue inévitable. Et voilà le défi auquel Charles Babbage a consacré sa vie avec sa fameuse machine analytique. Bon, il n'a jamais pu la construire, faute d'argent et de technologie, mais son concept était totalement révolutionnaire. Une machine universelle, dont on pourrait changer la fonction juste en changeant le programme. Cette idée, elle a posé les fondations de tout ce qui allait arriver ensuite. Allez, on fait un bond en avant, on passe à l'ère électronique. Fini les engrenages, bonjour les tubes à vide. La vitesse de calcul explose littéralement. Mais un nouveau problème, un énorme goulot d'étranglement, apparaît presque tout de suite. L'ENIAC, c'était un monstre. Le premier calculateur programmable entièrement électronique. Une avancée technique absolument monumentale. Mais sa puissance cachait une faiblesse énorme. Pour lui donner un nouveau problème à résoudre, il ne suffisait pas de changer quelques cartes. Non. Plusieurs semaines. Ce n'est pas une blague. C'était le temps qu'il fallait pour recabler physiquement l'ENIAC. Il faut s'imaginer ce travail de fourmi à débrancher et rebrancher des centaines de câbles juste pour changer de programme. Un cauchemar logistique qui rendait cette machine surpuissante, incroyablement rigide. Il fallait vite trouver une solution plus élégante. Et là, voilà l'idée qui a tout changé. Une idée proposée par le mathématicien John von Neumann. Et si, au lieu de câbler le programme dans la machine, on le stockait dans sa mémoire, exactement de la même manière qu'on stocke les données? C'est le grand moment eureka de notre histoire. Cette idée est tellement fondamentale qu'aujourd'hui, elle porte son nom, l'architecture de von Neumann. En traitant les instructions comme de simples données, un ordinateur devient tout à coup incroyablement flexible. Il peut charger un programme, l'exécuter, et puis en charger un autre presque instantanément. Plus besoin de recabler quoi que ce soit. C'est ça la naissance de l'ordinateur moderne. Concrètement, cette architecture repose sur 4 grands piliers. L'unité de contrôle, c'est le chef d'orchestre, c'est elle qui lit les instructions. L'UL, l'unité arithmétique et logique, c'est la calculatrice, c'est elle qui fait les opérations. La mémoire, c'est la grande bibliothèque partagée pour les instructions et pour les données. Et enfin, les entrées-sorties, qui permettent à la machine de communiquer avec nous. Un modèle simple, élégant et qui a absolument tout changé. Le modèle de von Neumann a tellement bien résolu le problème de la reprogrammation qu'il en a créé un nouveau. Un défi de vitesse qui, en fait, définit l'ingénierie informatique depuis plus de 50 ans. C'est une excellente question, ça. La réponse, ce n'est pas un changement fondamental de modèle, pas du tout. C'est une série d'optimisations incroyablement astucieuses conçues pour contourner sa principale limitation. Voilà le cœur du problème moderne. Le processeur est devenu si rapide, mais si rapide qu'il passe le plus clair de son temps à ne rien faire. Il attend, les bras croisés, que la mémoire, qui elle est beaucoup plus lente, lui envoie la prochaine instruction ou la prochaine donnée. C'est un peu comme un chef cuisinier de génie qui attendrait constamment qu'on lui amène ses ingrédients. Alors pour régler ça, les ingénieurs ont développé plusieurs stratégies. La mémoire cache, c'est comme un petit frigo juste à côté du chef, avec les ingrédients qu'il utilise tout le temps. Le multithreading, ça permet au processeur de prendre de l'avance sur son travail. Et le multiprocessing, c'est comme si on mettait plusieurs chefs dans la même cuisine. L'analogie de la cantine pour le multithreading, elle est parfaite. Pensez-y, on n'attend pas que la personne devant ait fini son repas et soit sortie pour que la suivante commence à prendre son plateau. Non, pendant que le premier paye, le deuxième choisit son plat, le troisième prend une entrée. C'est exactement ça. Le processeur anticipe en permanence, il prépare les étapes suivantes pendant qu'il finalise la tâche en cours. Le but, c'est qu'il n'y ait jamais de temps mort. Et l'effet de tout ça, il est spectaculaire.
Regardez, en seulement 8 ans, entre le Pentium 4 et le Core de Duo, le nombre de transistors a été multiplié par 10. Et on est passé à 2 cœurs. Toute cette complexité supplémentaire, elle ne sert qu'à une chose, trouver des astuces de plus en plus folles pour nourrir le processeur toujours plus vite. C'est vraiment ça, le point clé à retenir. L'architecture de von Neumann est tellement robuste qu'elle est toujours là, au cœur de nos machines. L'innovation de ces dernières décennies, ça n'a pas été de la remplacer, mais de la rendre exponentiellement plus rapide en contournant ses propres limites. Alors qu'on se rapproche des limites physiques du silicium, cette question devient de plus en plus importante. Est-ce que l'informatique quantique, ou neuromorphique, pourrait un jour prendre la relève de ce modèle ? C'est une pensée assez fascinante pour conclure cette analyse. Merci de l'avoir suivi.